fausses informations sont partout, elles atteignent à peu près tout le monde. Mais qui les crée, qui les propage et comment ? Voyage au pays de la désinformation, c'est notre grand angle avec vous, Antoine Baillet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur éditorial de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel français, journaliste, et vous publiez Voyage au pays de la dark information, complotiste, youtubeur, extrémiste, anti-vax, enquête sur les faussaires de l'info. C'est paru jeudi chez Robert Laffont. Vous avez choisi ce terme de dark information. On est un peu obligé de commencer par la définition parce que vous l'avez choisi. Hein. Qu'est-ce que vous englobez ? Vous l'inventez même. Qu'est-ce que vous englobez là-dedans ? J'espère qu'il peut passer peut-être à la postérité, on verra. La dark info, c'est tout simplement un petit peu la même chose. C'est à l'info ce que le Canada Dry est à l'alcool. Si vous vous souvenez du slogan, c'était « ça a le goût d'eux, ça a la couleur d'eux, mais ce n'est pas complètement de l'alcool ». Ça, c'était le Canada Dry. Et la dark information, c'est exactement la même chose. Ça a le goût de l'info, ça a la saveur de l'info, mais ce n'est pas de l'info, tout simplement parce qu'elle a été manipulée, elle a été truquée par des gens que j'ai décidé d'appeler des faussaires de l'information, qui ont des motivations diverses. Et plus cette information va être invraisemblable sur le fond, et plus la forme va ressembler à de l'information classique. Avant de regarder dans le détail cette enquête et de voir les réponses aux questions que vous êtes posées, une question très concrète. Comment on fait pour distinguer une vraie d'une fausse information ? Alors ça, c'est aussi, moi, donc je suis journaliste, je sais reconnaître quelque chose qui peut avoir été vérifié ou pas. L'exemple sur lequel je commence le livre pour raconter ce que c'est qu'une fausse information, ce que c'est que de la dark information, je me suis baladé au moment du premier confinement sur un groupe Facebook qui s'appelle Didier Raoult versus coronavirus. Le fameux professeur marseillais français. Absolument. Et en fait, sur ce groupe Facebook, on pouvait voir des publications qui singeaient les codes du journalisme, puisqu'en fait, il s'agissait de formats de type 3 questions A. C'est quelque chose qu'on apprend dans des écoles de journalisme, ce format-là. Sauf que là, il était appliqué à de la communication. Des proches de Didier Raoult pouvaient diffuser sur ce groupe leur message. Donc rien de spontané, c'est ça que votre intuition se confirme en fait. Absolument rien de spontané. Et par rapport à la question de vraie ou fausse information, en fait, là on est vraiment dans un entre-deux. On est face à quelque chose qui ressemble, encore une fois, à de l'information, mais qui en fait se révèle être de la communication, sans aucun contrepoint. Tout simplement. Vous avez cherché à comprendre qui étaient ces faussaires de l'information. C'est une enquête de terrain. Vous êtes allé les rencontrer. Est-ce que ça a été compliqué de parler avec eux ? Je tenais absolument dans ce livre à être à visage découvert. Je ne souhaitais pas faire une infiltration auprès de faussaires de l'information. Donc vous arrivez, vous dites je suis journaliste et je travaille sur le décrochage des Français et de l'information, qui est un constat terrible. Et je voudrais comprendre comment vous vous situez. Et donc du coup c'est le prétexte, c'est le début d'un échange dans ce moment-là. Mais c'est effectivement, moi, c'était une motivation très forte d'aller à Strasbourg, d'aller rencontrer une parlementaire française à Strasbourg, d'aller dans l'Ardèche, rencontrer un YouTuber de 75 ans qui est persuadé que la France n'a plus de constitution depuis un décret de Manuel Valls en 2016, et qui en fait, cette personne qui a 75 ans, 3 fois par semaine, le matin, entre 6h et 8h du matin, enregistre des vidéos sur YouTube qu'il va diffuser. On pourrait se dire c'est rien, on pourrait se dire c'est pas important, c'est un grain de sable. Sauf qu'en fait, cette personne, Serge Petitdemange, en 3 ans, a réuni 8 millions de vues sur sa chaîne YouTube. Là, vous avez cité plusieurs exemples. C'est quoi le profil type d'un faussaire de l'information ? Alors, il y en a un d'ailleurs ? Je pense que très sincèrement, ça peut être monsieur ou madame, tout le monde. En revanche, les motivations, j'ai identifié 3 grandes motivations possibles. J'ai identifié des motivations qui peuvent être politique. Il y a de la manipulation d'informations qui est faite avec une visée partisane. Il y a de la manipulation d'informations qui est faite aussi à des visées économiques. On peut tirer des revenus de cette dark information. C'est un business en plein développement. Il y a également des motivations qui sont très personnelles, qui sont
intime quasiment. Je vous parlais tout à l'heure de cette personne dans l'Ardèche, cette personne de 75 ans qui est totalement convaincu par ce qu'il fait et qui en fait au bout d'une journée a fini par me raconter qu'il faisait ça aussi parce qu'il est en rupture avec sa famille, qu'il aimerait que sa famille le regarde peut-être un petit peu différemment. Donc on voit que les motivations sont très différentes. Dans votre livre, on croise donc ces stars de la désinformation. Il y a aussi quelques personnalités comme Akhenaton qui refusent de se faire vacciner. Il y a Juliette Binoche. Tous les deux, on l'a vu pendant la pandémie, posent des questions, se posent des questions, mais ça n'est pas mal de se poser des questions. Alors, se poser des questions, c'est tout à fait possible de se poser des questions. Là, ce qui peut se passer après, par exemple, je rencontre Akhenaton qui m'explique à un moment, mais je ne comprends pas, les sénateurs français, il n'y a eu aucun décès du Covid du fait au Sénat, ce qui est totalement impossible. Ça veut dire qu'ils sont soignés différemment. C'est ça ce qu'il me dit. Et là, on est dans autre chose qu'une question. Juliette Binoche sur Instagram expliquait dans des commentaires sur Instagram que le vaccin était lié à des puces 5G. On est sur autre chose que des questions dans ces moments-là. Alors là, on a vu plusieurs exemples. Ce que vous avez essayé de faire aussi, c'est de voir ce que pèse, ce qu'on peut appeler une nébuleuse. Vous avez utilisé un outil numérique et vous avez passé 10 actualités en revue, assez variées. D'ailleurs, ça va de l'explosion du port de Beyrouth à l'élection de Joe Biden. Et en fait, vous vous êtes rendu compte que c'était loin d'être anecdotique. J'ai ciblé effectivement cette méthode d'enquête sur Facebook, parce que c'est un réseau social très puissant. En France, 40 millions d'utilisateurs possibles. 40 millions d'utilisateurs, pardon, en France. Et effectivement, donc j'ai constitué un corpus, c'est comme ça qu'on travaille quand on cherche à faire un peu d'études et de quantification sur 10 actualités majeures de l'année 2020. J'ai relevé quelles étaient les 10 publications Facebook qui avaient engendré le plus de partage. Je me suis intéressé spécifiquement au partage parce que c'est une forme d'adhésion quand même à un contenu quand on décide de le partager. Et là, vous vous rendez compte qu'un tiers appartiennent à la dark information. J'avais donc du coup 100 publications, 10 publications sur 10 actualités, et en regardant de près, en remontant sur ces 100 informations, j'en ai catégorisé un tiers comme venant de la sphère de la dark information. Là, qui dit dark information, dit réseaux sociaux. À un moment donné, comment ça se traduit dans la vraie vie? On a vu par exemple le week-end dernier, où on l'évoquait tout à l'heure dans le journal, le Canada avec ses convois dits de la liberté qui sont financés par l'extrême droite américaine en partie. À quel moment ça bascule dans la vraie vie? J'ai travaillé beaucoup cet été, moi, sur les mobilisations anti-pass vaccinal. J'ai couvert plusieurs rassemblements avant, après les annonces liées au pass vaccinal. Et en fait, à chaque fois, les estimations de personnes par rapport à ce qui avait pu être identifié par des sources policières et ce qui était anticipé se sont révélées balayées par la réalité. Je raconte un rassemblement à Nancy le 3 juillet. Sur place, je rencontre des sources policières qui me disent « Ouais, il va y avoir 250-300 personnes. J'ai compté 2500 à 3000 personnes. Idem à Paris, le 17 juillet, la première grande manif, il y a 20 000 personnes dans la rue. Alors, vous êtes enseignant à l'école de journalisme de Sciences Po. Les décrocheurs de l'info rejettent les journalistes et les médias traditionnels, mais ils sont friands d'informations. Est-ce que, dans ce cas particulier, les médias, et ça a été évoqué déjà, devraient faire une vraie autocritique? Est-ce qu'il y a une erreur de jugement ou un manque de compétences de la part des médias traditionnels? Alors moi, j'ai fait ce livre parce que le cliché du décrocheur ou du faussaire de l'information en bac-5 qui ne ferait que des fautes à tous les mots, c'est quelque chose qui m'horripile en fait. Comme journaliste, je sais qu'il y a une partie des décrocheurs de l'information qui ne sont pas du tout, qui ne répondent pas du tout à ce profil. Et c'est d'ailleurs ce que je montre dans le livre avec des profils qui vont être mais sur très l'autocritique des médias, elle est de toute façon absolument nécessaire. Elle est saine même. Quand on est journaliste, on doit se poser des questions sur ce qu'on
peut renvoyer sur la manière de parler avec quand on se dit qu'il n'y a qu'un tiers des Français qui ont, c'est les chiffres, ce sont les chiffres admis, un tiers des Français qui ont confiance dans les médias. Ben oui, alors l'autocritique pour moi là, c'est principalement quand même de se dire, il faut comprendre, il ne faut pas balayer d'un revers de main, parce que si on balaye d'un revers de main, le décrochage va se poursuivre. Mais ça m'amène à la question suivante, c'est que le constat, et c'est aussi un peu celui qui est posé dans votre livre, c'est qu'on a deux mondes qui se côtoient, qui se méprisent plutôt. Vous dites-vous qu'ils s'ignorent et se méprisent. Comment on fait dans ce cas-là pour communiquer, pour faire société ? Il y a cette dark info, il y a trois facteurs qui me rendent moyennement optimiste aujourd'hui pour la solutionner quelque part. On peut se dire que ce sont des considérations économiques qui vont la tuer dans l'œuf quelque part. Je pense que ce n'est pas le cas et que de la dark info, on va pouvoir continuer à tirer des revenus. Il y a également la question de la modération des plateformes et du rôle des algorithmes et du poids des algorithmes. Cette dark info, elle est accélérée par les algorithmes. Et donc une politique plus volontariste, c'est nécessaire. Et très sincèrement, je n'y crois pas complètement. Le dernier levier, c'est l'éducation. L'éducation aux médias, pas l'éducation à dire ça c'est une bonne information, ça c'est une fausse. C'est pas ça. Comment on la détecte, c'est ça ? C'est tout simplement donner les clés pour comprendre et décoder le monde médiatique. Et ça, c'est quelque chose qui ne se développe pas vraiment, qui n'est pas complètement, par exemple, à l'agenda de cette campagne présidentielle, alors qu'on peut se dire que c'est un sujet de société absolument majeur. Pour conclure, dans l'épilogue de votre livre, il y a deux fins. La première, Facebook a dérégulé la société et la politique. La seconde, les grands réseaux sociaux ont été supplantés par des plateformes plus vertueuses. Vous penchez de quel côté ? Je suis plutôt un optimiste, donc j'ai plutôt tendance à me dire que on va arriver à dépasser cette sphère de la dark info. Je l'espère en tout cas. Maintenant, je n'en ai aucune certitude. On va essayer de partager votre optimisme et tout ça est à lire et à décrypter et à fouiller dans Voyage au pays de la dark information. Antoine Bayet, merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes.